Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette masterclass organisée par la Commission nationale de jeunes entrepreneurs, CNJE en sigle, qui fait partie de la Fédération des entreprises du Congo. Nous sommes heureux de vous savoir si nombreux connectés à cette session. J'en profite aussi pour saluer ceux qui nous suivent via nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et YouTube. Je suis Emmanuel Kanikiyeye, responsable développement commercial chez Metanesis Group. C'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette masterclass. Pour gérer au mieux votre activité, vous avez besoin d'un outil qui vous aidera au suivi et à la prise de décision. Cet outil est essentiel et conseillé. Mais alors, comment établir un tableau de bord pour piloter son activité? La Commission nationale des jeunes entrepreneurs se propose de répondre à cette question. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir le profil des panélistes qui nous font l'honneur d'animer cette masterclass. Honneur aux dames, nous allons commencer par Madame Alexandra Kizizie-Okaba. Madame Alexandra est la vice-présidente en charge de la formation au sein de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs. Elle a aussi comme casquette le poste de directrice générale Afrique de Metanesis Group. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour Emmanuel et merci au fait et bienvenue à tous. Et pour terminer, nous avons M. Christopher Mukoka. M. Christopher est vice-président en charge des investissements et des partenariats bilatéraux au sein de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs. Il occupe aussi le poste de directeur général de Beto Group et des Coucou SARL. Bonjour et bienvenue Christopher. Bonjour très cher Emmanuel, bonjour à tout le monde. Bonjour. À présent, nous allons voir les étapes importantes qui feront de cette masterclass une réussite. Nous allons commencer par écouter nos panélistes. Juste après, nous allons vous laisser le temps de poser vos questions. Et pour terminer, nous allons terminer avec un mot de la fin. Maintenant, voyons quelques règles essentielles qui feront de votre expérience participant une réussite. Nous vous demandons de maintenir vos micros coupés pendant la masterclass. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Q et R qui se trouve en bas de la barre d'outils Zoom, mais aussi vous pouvez le faire via le commentaire live sur nos réseaux sociaux. À présent, démarrons avec les interventions. Mais avant, j'ai une question à vous poser, chère Alexandra, cher Christopher. Qu'entendez-vous par tableau de bord? Christopher, je t'en prie. Alors, moi, en ce qui concerne le tableau de bord, pour le résumer simplement, je crois que le tableau de bord est à l'entrepreneur ce que le tableau de bord est au conducteur, au pilote, au chauffeur. Donc, c'est un outil. De la même manière qu'on entre dans un véhicule, on a le tableau de bord qui nous montre la jauge d'essence, qui nous montre les alertes éventuelles dès qu'on démarre. Le tableau de bord pour l'entrepreneur, c'est cet outil qui lui permet de voir ce qui va pas at a glance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en une fois. Donc, il a 2-3 éléments qui lui permettent de savoir comment va l'activité. Donc, c'est ce que je peux dire à ce stade. Tout à fait d'accord et aligné avec Christopher. Alors, Alexandra, je te garde. Pourquoi est-ce important pour une activité? Mais j'aime à reprendre un peu l'image que vient de donner Christopher. Tu es un conducteur. Tu dois te rendre à une destination. Donc, tu as des objectifs. Si tu ne vérifies pas que tous tes indicateurs sont bons, que tu as assez d'essence, je ne crois pas que tu vas arriver à destination. Si tu ne t'assures pas qu'il n'y a pas un voyant au niveau de la pression, au niveau des pneus qui ne s'allument pas, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, pour moi, et même pas pour moi, simplement le tableau de bord est important parce qu'il va nous permettre tout d'abord de gérer efficacement l'activité. Il va nous aider à la piloter. Gérer, c'est une chose.
OK? Mais la piloter, c'est-à-dire tu n'es pas seul, tu as des gens avec toi. Donc, ça va t'aider à pouvoir définir quelles sont les prévisions, contrôler finalement les réalisations qu'il y a, s'assurer qu'il n'y a pas de grosse différence entre ce que tu espérais réaliser et ce que tu as réellement réalisé. Donc, en gros, ce que tu as budgété, ce que tu as réalisé. En gros, ça va t'aider à prendre les bonnes décisions parce que c'est une manière de pouvoir, on va dire, condenser les chiffres finalement de ton activité, leur donner au fait, on va dire, une vue beaucoup plus, on va dire, graphique, hein, une vue graphique pour mieux voir ce qu'il faut faire. Donc moi, je dis c'est important parce que ça aide à prendre les bonnes décisions au bon moment, OK? Et finalement, ça facilite vraiment le pilotage de l'activité. Merci beaucoup, Alexandra. Christopher, tu as quelque chose à rajouter? Peut-être juste totalement aligné également sur ce qu'Alexandra vient de dire. Moi, ce que j'aime vraiment dans le tableau de bord, c'est surtout le côté opérationnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet en temps réel de prendre des décisions. Ce n'est pas quelque chose, on attend une année, on attend 2 ans, 3 ans, non, mais déjà sur le mois, sur une certaine période, on peut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et corriger. Merci beaucoup, Christopher. Alors, Christopher, je te garde pour la prochaine question. Existe-t-il de risques associés à l'absence d'un tableau de bord? Oui, hein, donc je crois que ça découle justement de la définition de ce qu'on vient de dire, de son importance. Simplement, on ne contrôle pas ce qu'on ne mesure pas. Donc, j'entre dans ma voiture, je ne connais pas la jauge d'essence, j'avance, à un moment donné, la voiture s'arrête, je me pose la question pourquoi? Est-ce que c'est l'essence? Est-ce que c'est la batterie? Est-ce que c'est… Donc, c'est ça le risque, en fait. C'est de conduire un véhicule sans savoir ce qui se passe et c'est de se retrouver dans des situations qui sont graves parce que voilà, ça peut conduire à la mort au niveau d'une voiture. Pareil pour une entreprise. Ouais. J'aimerais bien compléter ce que tu dis, Christopher, parce que c'est vrai, là, on est réunis, on parle de tableau de bord. Alors, c'est toujours gai de pouvoir venir partager, mais ce par quoi soi-même on est passé. Je sais par exemple que moi, autant j'ai eu un parcours, on va dire, assez commercial, et j'étais moi-même, quand je travaillais pour d'autres, dans des réunions où il y avait des tableaux de bord, il y avait toutes ces choses-là, mais que lorsque j'ai lancé la société, franchement, pour être honnête, hein, ce n'était pas ma première priorité. Moi, je pense à, voilà, il faut tac, 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 le terrain. Et je vous avoue, j'ai fonctionné comme ça au moins 1 ou 2 années. Mais il y a des choses qui te tombent dessus, tu ne sais pas pourquoi. Ça te tombe, après, tu réalises, tu aurais pu éviter. En gros, en reprenant ce que Christopher a dit, qui a beaucoup de sens parce que ça résume tout, clairement, j'avais tiré, moi, comme leçon de ça, manque de visibilité, manque d'anticipation. Finalement, je subis l'activité au lieu de la contrôler. Et là, ça devient dangereux, comme a dit Christopher, parce que quand tu subis, c'est que tu subis tes clients, tu subis tout. Ça peut arriver, ça peut te mener à la mort, à la faillite donc, de ton activité. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, je vais évoluer avec la prochaine question. Mais quel exemple d'indicateurs commerciaux, Alexandra, peut-on avoir? Avant d'aller dans les exemples, hein, lorsqu'on a échangé avec Christopher, il y a quelques jours, on s'est dit, mais au fait, ce serait d'abord bien de faire la nuance entre le B2C, c'est-à-dire lorsque tu es un professionnel, un entrepreneur ou une société, et tu t'adresses à des particuliers, mais également un autre cas de figure, le B2B, c'est-à-dire tu es un professionnel, un entrepreneur, et tu t'adresses à d'autres sociétés. Pourquoi c'est important? Parce qu'au final, on a dit que le tableau de bord, c'est un outil qui aide à prendre des décisions. Mais les décisions que tu prends ne sont pas les mêmes suivant le type de cible, le type de public auquel tu t'adresses. Pourquoi? Alors, je vais rapidement prendre des éléments liés un petit peu au cycle de vente, au comportement d'achat, suivant qu'on est dans du B2C et dans du B2B, ce qui nous permettra de manière inéluctable de nous dire à la fin que clairement, on va dire que vous soyez alignés avec moi sur le fait qu'on ne peut pas décider de la même manière vu ces comportements qui ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs différences, mais moi, j'ai fait le choix, vu le temps qu'Emmanuel nous accorde dans ses masterclass, qui est imparti, de ne prendre que 4 grosses différences. Tout d'abord, en termes de volume client. Clairement, le B2C, quand vous avez une activité avec du B2C, vous êtes plus enclin à avoir un portefeuille, un panier de clients ou même de prospects plus important. Je ne dis pas que le B2B, on n'a pas beaucoup de clients. Non, on a des clients, mais c'est encore un pipeline gérable, OK, qui peut être facilement quantifiable. Tandis que le B2C, c'est vraiment différent, c'est beaucoup plus large.
le volume de vente. On a beau dire, là je parle du volume, je ne parle pas de la valeur de ces ventes-là. Le volume des ventes en B2C est plus élevé. Pourquoi? Parce que clairement, on a un client qui peut décider d'acheter, je prends le cas de Christopher avec Coucou, il y a un client qui peut décider d'acheter tous les jours chez Coucou, même tout le mois ou une fois par mois. Et tandis que dans le B2B, je prends mon cas, franchement, ce serait le rêve. Un client qui me commande des formations tous les jours ou tous les mois. Je crois que là, franchement, les gars, j'aimerais beaucoup. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que clairement, parfois même quand je prends en termes de conseils, même pas de formation, parce que la formation, on peut encore commander chaque année. Mais par contre, le conseil ou un audit, ce sont des produits, une fois que tu l'as fait, si tu as bien fait ton travail, le client ne va plus revenir avant X temps. Donc, c'est une longue période. Ce qui nous ramène au deuxième élément, la fréquence d'achat, qui sera beaucoup plus élevée en B2C, contrairement en B2B où c'est beaucoup plus espacé. Dernier élément que j'allais voir également, c'est la longueur des cycles de vente. Je pense que moi, Christopher m'a envoyé, c'est pas que je vais faire la pub de Coucou, mais c'est parce qu'entre nous, on parle que de choses dont nous-mêmes, on est crédibles et qui parlent. Je sais que récemment, je lui ai dit, envoie-moi un petit peu les différents visuels de Coucou, comme ça, lors de ma prochaine descente, je vais absolument commander. Je vous promets, ils m'ont envoyé les visuels. J'ai regardé, coup de cœur, et j'ai dit, aïe, 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 ça là, franchement, quand je descends, livraison obligée. C'est de dire que finalement, la longueur du cycle de vente est rapide. Pour moi, c'est une histoire, la décision, au bout de quelques minutes, voire quelques secondes, ça a été pris. Donc, c'est de dire qu'on a des cycles qui sont plus courts. Tandis qu'au niveau du B2B, c'est quand même autre chose. Alors, je ne dis pas que c'est facile en B2C parce que c'est d'autres efforts, mais le B2B, tu vas voir l'utilisateur, qui doit voir l'acheteur, qui doit voir le décideur, le comité de direction. On est déjà dans des cycles qui peuvent prendre beaucoup plus de temps, plus de mois. Ce qui fait qu'en termes de décision, je ne vais pas me permettre, autant dans le B2B, je peux me permettre de me dire, tous les mois, réunion de vente, on sort les indicateurs, on regarde où on se situe, que moi, je suis une entreprise fonctionnant B2C et je pense que Christopher, je vais te laisser la possibilité un peu de compléter. Tu ne le fais pas. Je pense que Christopher, est-ce que toi, tu prends tous les mois, moi, personnellement, chez Metanesis, c'est tous les mois qu'on voit nos indicateurs. Toi, avec Coucou, tu fais comment? Est-ce que tu le fais tous les mois? Je t'en prie, Christopher. Merci pour la parole. En fait, pour Coucou, je prends la semaine. Donc, j'analyse d'abord sur la semaine, sur la partie commerciale, parce que, bon, le mois, c'est trop long. Oui. C'est trop long pour moi. Et le jour, c'est trop court. Le jour, je n'ai pas assez pour pouvoir prendre une réelle décision. Je peux faire une journée avec $500 de vente, une autre journée avec, je ne sais pas, $100 de vente. Donc, si j'analyse juste les journées, je risque de me tromper. Par contre, quand j'analyse la semaine, j'ai suffisamment d'informations, suffisamment de recul. C'est ni trop long, ni trop court pour me faire une idée. Et pour rebondir sur ce que tu as dit sur le B2B, parce qu'on est aussi dans l'aspect conseil, il y a des produits une fois pour le client. Par exemple, un business plan, on les fait, enfin, c'est une fois. La prochaine fois que le client reviendra pour ça, c'est après 3 ans. Ah ben voilà. Après 2 mises à jour. Donc, il faut penser à plusieurs produits complémentaires, etc. Et entre le moment où tu fais entrer l'offre technique et le moment où tu as la réponse, les relances qu'il faut faire, etc., moi, j'ai des gens qui sont revenus 3 mois après. Donc, il faut vraiment… Christopher, est-ce que tu sais que là, maintenant, là, je t'admire. Bon, déjà parce que forcément, tu fais bien. Non, je t'admire et je t'envie parce que tu vois, toi, tu jongles entre les deux. Ce qui te permet d'avoir le B2B où tu es dans l'arène avec nous là, et en même temps du B2C où quelque part, tu as cette rentrée, on va dire, ce cycle de vente plus court et qui permet d'équilibrer ta balance au final, quoi. Mais donc, c'est pour dire avec ce que Christopher dit que clairement, vous voyez bien, on va peut-être avoir les mêmes indicateurs. Et je vous dis, au global, on a quasi les mêmes indicateurs que moi ou lui, on peut utiliser. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous montre. On a pris ceux qui peuvent être généraux dans le slide qui suit, pas encore maintenant. Mais notre manière de pouvoir piloter n'est pas tout à fait la même point de vue temporel. Parce que moi, je fonctionne par exemple en mois, lui par semaine. Si lui passe en mois avec ce comportement B2C que je viens d'expliquer, il va se louper. Moi, si je passe en semaine comme lui disait par jour, ça n'a pas de sens, ça n'aurait pas de sens. Maintenant, moi, je pourrais même, on va dire, espacer via 3 mois. Mais moi, c'est parce que derrière, pour maintenir la dynamique, la flamme, arriver à ce que même au niveau de nous-mêmes, les équipes, il y ait quand même une dynamique maintenue. Je dois maintenir le mois, je ne peux pas espacer. OK ? Donc,
Avec cette différenciation entre le B2C et le B2B, ça va nous permettre dans le slide qui vient de pouvoir facilement voir les différents indicateurs qui vont être intéressants au point de vue commercial. Alors, là, je fais le distinguo entre des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, que ça ne vous embrouille pas, vraiment que ça ne vous embrouille pas. Quand on dit quantitatif, c'est juste de dire derrière, il y a des volumes, ok? Ça peut être des volumes en termes de visites, en termes de, on va dire, de chiffre d'affaires. Bref, c'est des volumes. Qualitatif, c'est des comportements. Donc, c'est important d'avoir les deux. Pourquoi? Quand on n'est que dans le quantitatif, on ne regarde que le quantitatif, on aura tendance à n'être braqué que sur les chiffres. Or, au final, il faut que le client, on puisse arriver, je veux dire quelque part, le tout pour moi, ce n'est pas de vendre 20 conseils ou 20 formations, mais c'est d'arriver à vendre forcément ces formations, mais d'avoir le client qui est satisfait à côté. Okay? Donc, il y a des comportements auxquels il faut faire attention. Alors, je reprends les indicateurs quantitatifs. Je vais distinguer deux catégories d'indicateurs. L'indicateur, c'est vraiment comme on avait dit, le tableau de bord d'une voiture, la fameuse jauge, hein, okay, l'aiguille qui m'indique où est-ce que je me situe. Nous, l'indicateur au niveau de la voiture, par exemple pour l'essence, on nous indique où est-ce qu'on est dans le bon, et en rouge, généralement, c'est le réservoir. Et on ne roule pas dans le réservoir. Même chose, au niveau de l'activité, tu dois fixer un indicateur, te dire, moi, en termes de chiffre d'affaires, voici l'indicateur. Pour être bon, je dois atteindre tel niveau. Et donc, toi, tu vas commencer en fonction de la fréquence que tu te fixes. Par exemple, pour les indicateurs d'activité commerciaux, tu vas commencer soit à regarder, OK, moi, je me suis dit que sur l'année, je dois atteindre un chiffre d'affaires de, je dis n'importe quoi, de 10 000 $, OK, de 10 000 $. Donc, toi, tu dois t'assurer que quand tu finis l'année, ton indicateur, OK, ta réalisation soit égale à ton indicateur. Donc, que tu aies atteint ces 10 000 $-là. Mais maintenant, si toi, tu attends la fin de l'année, c'est compliqué. Ça veut dire, par exemple, moi, dans mon cas, je vais rediviser les 10 000 sur les 12 mois de l'année. Et donc, me dire approximativement, vraiment approximativement, c'est plus ou moins, mettons, 8 000 par mois. Et donc, chaque mois, tu vérifies, j'ai réalisé combien, mon objectif, l'indicateur de l'objectif était à 8 000. Moi, je suis à combien? Ça, c'est le premier indicateur que j'ai indiqué, réaliser versus objectif. Donc, j'ai mon objectif, combien je réalise. Très important. Autre élément en termes d'indicateurs qui vont vraiment me montrer l'activité commerciale, comment est-ce qu'elle performe, on a la comparaison entre ce que je réalise cette année, donc par exemple en 2021, et ce que j'ai réalisé l'année passée. Ce qui veut dire que par exemple moi, j'ai toujours mes courbes qui me comparent mars de cette année avec mars de l'année passée. Mais de cette année, pourquoi? Ça me permet de voir si je fais mieux. Parce que l'objectif, entre nous, soyons sérieux, c'est quand même de faire de la croissance, non? Donc, si tu veux faire de la croissance, ça veut dire que d'une année à l'autre, tu dois te targeter quand même un peu plus, tu dois quand même te challenger. Donc, c'est important de voir en termes de réalisation, est-ce que je suis aussi meilleur que l'année passée? Parce que peut-être tu as pris justement des décisions pour que tu sois meilleur. Tu as peut-être changé l'organisation, tu as peut-être fait un recrutement, tu as peut-être changé ta gamme de produits. Moi, dans mon cas, par exemple, on avait amélioré la gamme, enfin amélioré, mon Dieu, on a élargi la gamme de produits et on l'a amélioré dans le sens où les besoins et on va dire, l'environnement, on va dire, avait évolué et les besoins des clients et on a changé un petit peu, on a élargi notre gamme de produits. Okay? Ce qui fait que cet indicateur est d'autant plus important pour moi. On a fait des recrutements, c'est d'autant plus important. Je dois arriver à me dire, Alexandra, entre ce que tu as fait l'année dernière avec la situation de l'année passée pour lesquelles tu estimais qu'il y avait des manquements et cette année, tu es meilleur. Et là, ça me rassure quant à la décision que j'ai prise. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il y a bien entendu, par exemple, le suivi, d'accord, l'évolution mensuelle. Donc, au-delà, comme j'ai dit, de voir sur l'année comment tu évolues chaque mois. Ça me permet, moi, de voir, par exemple, tiens, l'année passée avait eu un creux, je dis n'importe quoi, au mois d'avril. Cette année encore, il y a 2 ans.
ah, peut-être qu'en avril, j'essaie de comprendre le pourquoi. Et peut-être j'ai réalisé, ah non, c'est un mois où en général, les clients, tac, tac, tac. OK, donc moi, par exemple, je saurais que quand l'année prochaine, je vais faire mon budget, le mois d'avril, je vais peut-être mettre un peu moins, descendre l'indicateur pour le réaugmenter les autres mois. OK? Donc, c'est de dire, voilà, il y en a plein d'autres, hein, ce n'est pas les seuls. Voici quelques indicateurs d'activité commerciale. À côté de l'activité, parce que c'est bien l'activité, mais c'est mieux la productivité. Imaginez, vous êtes 15 et derrière, vous avez un chiffre, vous êtes content. Puis alors, tu regardes ton voisin, ils sont 3, vous faites le même chiffre. Vous êtes moins productif, les gars. Il y a peut-être quelque chose à ce. Il faut peut-être rééquilibrer certaines choses. Donc, pour moi, les indicateurs de productivité sont importants. Ça va renvoyer à quoi? Le nombre d'opportunités. Comme j'aime dire, tu dois semer, tu dois arroser. Alors, arroser quoi on offre? Tu dois faire de la prospection, tu dois rechercher des leads, tu dois être sur le terrain. Parce que lorsque tu es sur le terrain, lorsque tu as ces opportunités, tu te donnes les chances de pouvoir les convertir après en commande. OK? Deuxième chose, comme je dis toujours, ce n'est pas en chauffant le siège du bureau que tu vas arriver à tes résultats. Tu dois être sur le terrain, donc des rendez-vous commerciaux. Tu en fais combien? OK, toi, tu dis que toi, il y a Covid, tu ne veux pas aller sur le terrain, il n'y a pas de souci. Visioconférence, tu en fais combien? Donc, ce sont des indicateurs qui permettent vraiment de pouvoir mesurer combien, à quelle hauteur on est productif. D'accord? Et alors, je vais passer maintenant aux indicateurs qualitatifs. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans le chat s'il y a des choses qui sont un peu moins claires. Les qualitatifs vont vraiment nous renvoyer sur la mesure de comportement. Dans quelle manière, dans quelle mesure notre manière de pouvoir prendre soin des clients, nous approprier les notions de vente, nous approprier la technicité de la vente porte du fruit. Il y aura par exemple quoi? J'ai pris comme exemple, ce n'est pas 4 indicateurs, c'est 3. Le taux de transformation, ça c'est important, le taux de conversion. Tu es un commercial, tu attaques 10 clients, enfin 10 prospects. Tu arrives à faire que 5 deviennent clients. C'est super, ça veut dire que ton taux est de 50%. OK? Tu as 10 prospects. Tu arrives à faire que 9 deviennent clients. Ça veut dire que ton taux est de 90%. Souvent, on me demande, oui, mais le taux, comment on peut le mesurer? Le taux au départ, moi, je dis toujours, quand tu commences une fonction commerciale, il est peut-être très bas. Il va peut-être être de 10%. C'est-à-dire, un client, enfin, 10 prospects, tu attaques, un est converti. Mais au fil des années, c'est inadmissible de ne pas connaître son taux de conversion. Tu dois le connaître parce que c'est ce taux de conversion, si tu es surtout dans du B2B, qui va t'aider à déterminer le volume de prospects que tu vas attaquer. Toi, tu as un taux de 10% et tu dis, moi, je vais aller prospecter 10 entreprises et on t'a dit d'atteindre à la fin 10 clients. Donc, toi, tu vas prospecter 10 prospects et toi, avec ton taux de 10%, tu penses que tu vas avoir les 10 clients. Là où d'autres vont se dire, moi, je vais avec 10 prospects parce que je sais que mon taux est de 90%, j'aurai 9. Toi, tu dois en faire 100. Tu dois faire 100 prospects. Donc, ce sont des choses importantes à mesurer, à suivre pour être capable de pouvoir atteindre ces objectifs. Nombre de nouveaux clients par rapport aux anciens clients. Alors, c'est bien de pouvoir renouveler son parc. Hein. C'est bien d'avoir des nouveaux clients, mais c'est bien de ne pas perdre les clients actuels. J'aurais même dû le mettre ou pu le mettre. Donc, le taux de clients perdus, c'est important de le mesurer. Je ne l'ai pas mis. Mais c'est aussi important de voir combien de nouveaux clients on a chaque année par rapport aux anciens. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas espérer, en maintenant toujours l'eau de la même baignoire au même niveau, qu'il n'y aura pas des fuites et que donc toi, ton bain là, il va rester comme ça. Donc du 1er janvier au 31 décembre, tu remplis la baignoire avec de l'eau et tu te dis, il n'y a rien qui va se passer, je me lave comme ça tous les jours, il n'y a pas de souci. C'est n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, cette eau ne sera plus exploitable, tu auras peut-être, il y a des fuites, on ne sait jamais ce qui peut se passer, d'où l'importance d'avoir des nouveaux clients pour venir apporter un sang neuf et permettre cette croissance. Et alors, le dernier indicateur de performance commerciale, parce que comme j'aime bien définir, chez Metanesis, on dit performance commerciale, c'est la capacité de satisfaire les clients, ok, au travers de nos CIP, les produits, les prix, toutes ces choses-là, d'accord? Donc, cet indice de satisfaction client est capital. Qu'est-ce que je veux inclure dedans? Le taux de recommandation, ce qu'on appelle NPS, Net
Promoter Score. Si en anglais, ne me demandez pas pourquoi ni comment, c'est comme ça a été voilà, inventé ou mis en place par quelqu'un qui est anglophone et voilà, on hérite de ça et on est très content, on ne se plaint pas. Donc, le NPS. Les gars, même si vous vous dites, moi, je ne connais pas tous les indices, ça a l'air compliqué, le NPS, tu dois le mesurer. Il est très simple à mesurer. Il suffit juste de demander à tes clients, est-ce que tu me recommanderais à ton entourage? Est-ce que tu recommanderais mes services ou mes produits à tes proches? Et tu leur demandes de te mettre de 0 à 10. Si tu n'as pas plus de 8 sur 10, il y a un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cet indicateur-là qui le veut. On doit viser au-delà de 8, 9 et 10. OK? Autre élément, le CSAT qui est le Customer Satisfaction. Là, il est très simple, c'est de dire, avez-vous été satisfait de nos produits ou de notre service? Et la personne te répond, très satisfait, satisfait ou peu satisfait, par exemple. D'accord? Ça te permet d'avoir une vue globale de la satisfaction. Parce que pourquoi c'est important de compléter le NPS ou du moins d'avoir au moins le NPS si vous n'avez pas le CSAT? Parce que juste avec le Customer Satisfaction, le CSAT, le client te dit satisfait. Oui, d'accord, mais il y a des gens qui te mettent satisfait, mais derrière, il va quand même te recommander parce que lui, il estime que si je dis à Christopher que je suis très satisfait, il aura la tête qui va gonfler. Ah, je vous jure, les choses qu'on voit, c'est compliqué. Des gens qui vont te mettre, par exemple, je ne sais pas, un moyennement satisfait, mais quand tu leur demandes s'ils te recommandent, ils te mettent 10 sur 10. Vous voyez, c'est des choses qui te permettent de voir comment t'ajuster. Et alors, le dernier indicateur dont je vais parler avant de passer la main à Christopher, c'est le Customer Effort Score. Souffrez de l'anglais. Vraiment, on est ensemble, souffrez. C'est-à-dire le taux d'effort que tu fais fournir à tes clients. Un client, pour qu'il puisse facilement adhérer, tu dois minimiser le taux d'effort que tu dois lui faire pour accéder à tes produits, pour accéder à ta place, pour simplement même communiquer avec toi. Toi, pour communiquer avec toi, il faut aller jusque, je prends le cas d'une agence, un bancaire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie, parce que souvent, c'est là où je me dis, mais au secours, tu dois arriver jusque sur place, arriver là, voir au guichet, compléter le... Mais tu fatigues les gens. Par contre, là, ça veut dire que si tu dois mesurer le taux d'effort, tu vas dire de 0 à 10, moi, je mets l'effort à 10 sur 10. Tu me fais faire trop d'efforts, ce n'est pas bon. Par contre, si on reprend le cas de cette agence bancaire, ou même de toi, on va dire, je prends le cas de Christopher. Christopher, tu ne dois pas aller jusque chez lui pour que, enfin, à son restaurant, pour que tu sois servi. Il vient te livrer jusque chez toi. Alors, excuse-moi par la mauvaise foi, le taux d'effort, il est combien? Il est bas. Donc, ça veut dire que c'est un taux d'effort que moi, je mettrai à 0, Christopher. Gratos, je te mets ça à 0. Donc, ce qui voudrait dire quelque part, vraiment, ne restons pas juste dans les chiffres, il y a des comportements. On peut aller plus loin, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que Christopher a de chouettes choses à vous dire qui vont venir compléter parce que le commercial, c'est bien, mais la dimension financière est importante. Et Christopher, vraiment, je propose de te donner la main et voilà, parle-nous, tire-nous les oreilles, booste-nous, quoi. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, avant de passer la main à Christopher, je vous invite à poser vos questions via l'onglet Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran via l'outil Zoom, la barre d'outil Zoom, mais aussi via nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et YouTube. Alors, Christopher, quel exemple d'indicateur financier maintenant que tu pourrais donner aux participants? Merci beaucoup, Alexandra. Je commence par là. Moi, j'ai pris des notes. Donc, j'ai déjà noté. Je sais qu'est-ce que je vais ajouter. Comme je sais que tes tarifs sont assez chers, sont pas chers. Hein, c'est juste ce qu'il faut. Alors, mais bon, je note. Étant jeune entrepreneur, je ne veux pas. Non, c'était très intéressant, très intéressant. Par exemple, quand j'ai commencé aussi, il y a des indicateurs que je n'utilisais pas pratiquement et je les payais cher. Je les payais cher à un moment donné. Et donc aujourd'hui, ça reste très important d'avoir ces indicateurs pour voir ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne les indicateurs financiers, je crois que moi, je vais commencer par les sources de données et peut-être avant ça, dire qu'est-ce qu'on entend par financier. Donc, en général, ça, c'est mon prof de macroéconomie qui me l'a dit, finance, c'est essentiellement dette-créance, okay, mais que l'on peut percevoir sous la trésorerie. Donc, parmi les sources de données qui nous permettent justement d'avoir une idée sur la partie indicateur financier,
il y a les flux de trésorerie qu'on analyse. Donc, ça veut dire le solde initial, les encaissements. Dedans, c'est tout ce qui est revenu, les emprunts qui ont été perçus, les apports de l'entrepreneur. Vous avez investi peut-être dans un véhicule, vous revendez le véhicule, donc le véhicule, l'argent rentre dans la caisse. Donc, tout ça, ce sont les encaissements. Et puis, il y a les décaissements, ce sont les charges, ce sont les investissements, ce sont les prêts, ce sont les retraits de l'entrepreneur. Il y a aussi les engagements, qui sont les créances. Et vous remarquez que dans les créances, j'ai mis garantie locative parce que comptablement parlant, la garantie n'est pas une charge. C'est simplement un placement. Okay? C'est très important de le noter. Et puis, il y a les dettes également qui sont dans les engagements. Et à part ça, il y a les charges non décaissables. Très rapidement, c'est quoi? C'est les dépréciations d'actifs, les amortissements. J'achète un véhicule à 10 000 $, je vais l'amortir sur 5 ans. Donc, en fait, la charge que j'amortis d'amortissement, ce n'est pas de l'argent qui sort, mais c'est une charge quand même. Et puis, il y a les provisions aussi pour risque. Je sais pas, je suis en procès contre quelqu'un, il est probable que je perde ce procès-là, et donc je prends une provision. J'ai vendu à crédit un produit, le client devait payer en 5 mensualités. La première mensualité, il paye. La deuxième mensualité, il ne paye pas, il a un retard. Bah, je provisionne ce client-là. Donc, je le mets en client douteux pour me dire bah, peut-être qu'il ne va pas rembourser. Donc, je constitue une provision pour ça. Donc, ça, c'est un peu comptable. Mais pour dire qu'en fait, au finish, il faut des données et ces données viennent de la comptabilité. Et ça ne veut pas dire qu'il faut avoir quelque chose de très compliqué. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir même un petit cahier où vous mettez les entrées et les sorties. Ça, je pense que c'est à la portée de tous. Et si, à la place, en plus du cahier, si vous avez un fichier Excel, vous pouvez mettre simplement les entrées, mettre les sorties, les destinataires, etc. C'est la base pour pouvoir aller dans la suite, qu'on verra dans le slide suivant. Alors, pour les indicateurs financiers de base, donc il y a les 3 premiers qui sont les indicateurs financiers de base qu'on consulte généralement à la fin de l'année ou tous les 3 mois. C'est difficile de regarder, par exemple, le bilan chaque mois. Dans le premier indicateur, c'est le tableau de flux de trésorerie. Donc, comme son nom l'indique, c'est simplement les mouvements de la trésorerie. Le premier mois, on a sorti autant. Le deuxième mois, on a sorti autant. Les affectations de ça, combien de retraits de l'entrepreneur, combien d'apports de l'entrepreneur, combien de ventes, combien de ceci, de cela, combien de fiscalité, etc., d'impôts payés. Donc, c'est simplement les mouvements de flux de la trésorerie. Le deuxième élément, c'est le compte de résultat. Donc, ici, c'est les flux, mais on se focalise sur les charges qui sont décaissables ou pas et sur les revenus. Que ce soit revenus de l'exploitation, que ce soit, je ne sais pas, revenus extraordinaires. Vous vendez des véhicules, mais je ne sais pas, vous avez vendu un meuble. Ce n'est pas votre activité de base et c'est par hasard que vous le faites. Vous avez des revenus, bah, c'est des revenus exceptionnels. Donc, bref, dans le compte de résultat, on voit les charges, on voit les revenus et à la fin de ce compte de résultat, on a les bénéfices. Donc, on sait exactement combien on a gagné pour l'activité. Après, il y a le bilan. Le bilan qui est une photographie de votre patrimoine sous 2 angles. L'angle des ressources, ça veut dire l'argent vient d'où en fait? Soit ce sont les investisseurs, c'est fonds propres, etc. Soit ce sont des prestataires, c'est des dettes commerciales, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez les emplois, donc c'est les immobilisations, etc. Donc, vous avez les 3 éléments de base qui sont le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux, qui, au niveau de la temporalité, peuvent s'analyser le trimestre, le semestre, l'année. C'est difficile de le faire le mois, notamment pour le compte le bilan. C'est plus facile avec le tableau de flux. On peut le faire le mois, on peut le faire tous les 2 mois, on peut voir. Ensuite, il y a les autres indicateurs qui sont beaucoup plus opérationnels selon moi. Et le premier, c'est le ratio chiffre d'affaires sur seuil de rentabilité. Vous venez de commencer votre business, vous avez des éléments, vous devez calculer votre seuil de rentabilité. Bon, je ne vais pas revenir sur comment on calcule ça sur Internet, sur Google, c'est disponible. Mais le seuil de rentabilité, c'est le seuil à partir duquel, le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel vous êtes bénéficiaire. Et bon, je pense qu'on est là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Donc, on est là pour faire de l'argent. Il faut qu'à un moment donné, les revenus qui rentrent puissent couvrir toutes les charges que vous avez. Le loyer, le personnel, l'État. Bon, moi, j'ai l'État qui m'attaque très souvent là. Après, en ce moment, bon, on fait ce qu'on a à faire. Donc, il faut quand même prévoir ça. Donc, il y a tous ces éléments dont il faut tenir compte. Et du coup, on analyse le chiffre d'affaires par rapport à ça. Alors, ce qui est beau avec ce premier indicateur, que je vais appeler opérationnel, c'est qu'on peut analyser ce seuil de rentabilité mensuellement.
On peut analyser ça hebdomadairement. On peut analyser ça journalièrement. C'est-à-dire, on peut se dire, pour que j'arrive à couvrir toutes mes charges, il faut que je fasse, par exemple, 10 000 $ à la fin du mois. Et donc, si c'est 10 000 $ à la fin du mois, donc je peux me dire que c'est 2 500 $ par semaine. Et si c'est 2 500 $ par semaine, donc ça veut dire que c'est X montant chaque jour. Quand je réalise ça, ça veut dire que c'est bon. Quand je ne réalise pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est facile à analyser. À partir du moment où vous avez dépassé votre seuil de rentabilité, vous pouvez mettre d'autres objectifs. Ça peut être, je ne sais pas, faire le double du seuil, faire le triple du seuil, un montant que vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous devez comparer ce que vous faites avec un objectif. Pour moi, le premier objectif, ça reste quand même de rentrer dans ses frais. Deuxième élément qui est un peu opérationnel, c'est le résultat économique, ou ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Donc, vous calculez l'ensemble. C'est en fait la différence qu'il y a entre l'ensemble de vos revenus d'exploitation, d'activité, etc., et l'ensemble de vos charges. Donc, pas les charges non décaissables, il n'y a pas d'amortissement là-dedans ou quoi. Non, c'est j'ai fait rentrer combien, j'ai fait sortir combien, à la fin, il me reste combien. Et ça, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. En ce moment, on travaille avec des fonds d'investissement pour structurer des financements. Je vous assure que parmi les conditions, il y a l'excédent brut d'exploitation qui doit être positif. Donc, c'est ça qui vous dit si, d'un point de vue économique, le business tient la route ou pas. Et si votre excédent brut d'exploitation est négatif, ça veut dire que vous avez besoin d'argent pour financer le déficit. Et c'est là que voilà, il y a les emprunts, etc., et qui m'emmène au dernier ratio, qui est le ratio d'endettement. C'est quoi? C'est simplement le stock de dettes que vous avez par rapport à l'ensemble de votre passif, à l'ensemble de l'argent que vous avez investi, etc., etc. C'est le stock de dettes. C'est très, très, très important. Très, très, très important parce que vous ne pouvez pas vous endetter ad vieternam, vous ne pouvez pas vous endetter à outrance. Il y a des limites. Évidemment, ces limites varient selon le type de business que vous faites. Quand vous allez, par exemple, au niveau où vous avez une banque, ben, c'est normal d'avoir un ratio d'endettement qui peut atteindre les 90%. Ce n'est pas scandaleux, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous dépassez les 50%, et puis il faut regarder aussi ce qu'il y a dedans, d'ailleurs. Il faut regarder ce qu'il y a dedans parce que dans le ratio d'endettement, dans les dettes, il y a quoi? Il y a les dettes, dettes commerciales. Ça veut dire j'emprunte de la marchandise chez mon fournisseur. Je vais rembourser après quand je vais vendre. Il y a les dettes fiscales. Je dois à l'État. Il faut que je paye. Il y a les dettes sociales. Ça, ce sont les arriérés. C'est tous ces éléments-là. Donc voilà, il fallait que je paye des gens. Je ne les ai pas payés. Tout ça, ça compte aussi. Et il y a aussi les dettes financières. Donc, je dois de l'argent à la banque. Il faut que je paye tout ça. Vous avez un stock de dettes et vous devez le comparer à l'ensemble du passif. Par exemple, si vous êtes comme moi dans la restauration, voilà, avoir trop de dettes. De toute façon, avoir trop de dettes sociales, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, grosso modo, ce sont pour moi les indicateurs de base qui vous permettent déjà d'avoir une idée assez claire sur votre activité, si ça se passe bien ou pas. Donc, je répète, il y a le tableau de flux de trésorerie, c'est le mouvement des flux. Il y a le compte de résultat qui vous dit si vous faites des bénéfices ou des pertes. Il y a le bilan qui vous donne une photographie de votre patrimoine. Est-ce que vous avez détruit du patrimoine? Est-ce que vous en avez créé? Il y a le chiffre d'affaires sur le seuil de rentabilité ou sur un objectif bien précis. Vous avez l'excédent brut d'exploitation. Est-ce que vous faites de l'argent ou pas, économiquement? Et puis, vous avez le stock de dette. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. En ce qui me concerne, peut-être pour un petit détail, une petite parenthèse, c'est que nous, pour le tableau de flux, le compte de résultats et autres, on analyse ça de manière trimestrielle, semestrielle et annuelle. Mais quand on fait ça trimestriellement, c'est avec les données que nous avons. Quand on va sur l'annuel, là, on fait des inventaires. Parce que, vous savez, vous pouvez avoir des données, des chiffres, mais vous avez besoin d'inventaire. Se rassurer, oui, on a 6 chaises. Est-ce que les 6 chaises sont toujours là? Est-ce qu'il n'y a pas une qui est détériorée qu'il faut déclasser? Parce qu'il faut être… Vous savez, les chiffres, c'est la réalité de ce que vous vivez. Oui. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne connaissez pas. Exact. Donc, vous devez faire des inventaires de caisse. Au niveau des bons, oui, vous avez fait des bons. Voilà, on a sorti autant, etc. Mais lorsque vous allez dans la caisse pour compter les billets, est-ce que c'est vraiment ce que vous deviez avoir? Tout ça, il faut compter. Il y a toujours des écarts, en plus ou en moins. Il y a aussi peut-être une situation au niveau des stocks. Vous avez marqué que voilà, vous aviez 20 cartons de poulet, comme c'est mon cas. Oh, j'avais 20 cartons de poulet. Bon, je reviens 10 jours après, je fais l'inventaire, je me rends compte que non, en fait, j'ai 19 cartons et un carton qui a disparu. C'est pas normal. Donc,
c'est très important de rajouter toujours des inventaires pour avoir des éléments assez importants. Et sur ce, je laisse peut-être Alexandra faire un petit commentaire ici aussi. Et comme ça, on peut avancer. Écoute, moi, c'était tellement bien pris moi-même aussi également, hein. J'ai pris mes petites notes là, les fréquences. Et par contre, juste comment tu vis le moment des inventaires? Ça doit être des moments très, très stressants quand même, où tu conseillerais des inventaires combien? Une fois par an ou dépendant de l'activité, une fois par mois? Quelle Ça dépend de fréquence? l'activité et ça dépend aussi des éléments pour lesquels on fait l'inventaire. Par exemple, si c'est de l'immobilisation, on peut Oui, faire ça une fois l'an. Une OK. fois l'an, ça passe, c'est bon. Une fois les 6 mois, c'est bon. Mais si, par exemple, c'est comme moi, les stocks. Par exemple, moi, dans mes stocks, j'ai des poivrons, j'ai des oignons, j'ai Ouais. des… la restauration. Donc, j'ai des oignons, des poivrons, j'ai des persils, j'ai des trucs. Peut-être ça n'a pas l'air très important. Comme on manipule ça très souvent, donc il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de flux d'entrée et de sortie. Donc, ça nécessite, par exemple, moi, au niveau des stocks, c'est un inventaire, au moins un inventaire par semaine. OK. Juste pour se rendre compte qu'est-ce qui a été détérioré, qu'est-ce qui manque. Et puis, il y a des niveaux d'écart qu'on ne peut pas se permettre de dépasser, surtout pour certains produits. Par exemple, le poulet, qui est l'élément de base, ou la viande, qui Oui. coûte le plus cher. Voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir écart même de 2 poulets, là. Même un poulet, il y a un problème. Il y a quelqu'un Donc, qui doit être puni. ce Mais par contre, carton H, c'était yeah, chaud. c'est Tu n'as pas chaud, c'est pas rigolé. normal. Ou bien, oui, et je dois avoir une explication. S'il y a un poulet qui manque, on doit pouvoir me dire que non, C'est il y a normal, eu une détérioration, on a enlevé, et là, c'est noté dans un rapport d'inventaire. Et clairement. pourquoi c'est important de formaliser un tout petit peu les choses, surtout quand l'entreprise grandit? C'est parce que quand il faudra sanctionner, on ne Oui. sanctionne pas n'importe comment. C'est vrai que ça, c'est les ressources humaines, mais on ne sanctionne pas n'importe comment. Donc, il faut que la personne puisse attester, oui, c'est vrai, j'ai perdu un poulet et je comprends. Donc, tout ça, c'est important. Mais par contre, il y a des éléments comme, voilà, une gousse d'ail qui se perd. Voilà, Qui vole un œuf, vole un bœuf quand même, hein, mais Oui, bon, mais bon, ça peut, vous savez, avec les ça recettes, peut vous avez peut-être une arriver, recette qui doit avoir 10 bien gousses, la sûr. personne en met 9. Donc, C'est c'est vrai, tous ces éléments-là qu'il faut. Mais c'est pour la clair. caisse, par exemple, c'est journalier. Nous, le volume de flux qu'on a d'opérations font qu'il faut que chaque jour, on puisse avoir un inventaire de caisse. Où on nous dit exactement qu'est-ce qu'il y a, etc. C'est très important, voilà. Au fait, en t'écoutant juste, si j'ai envie de rebondir, c'est que je réalise, tu vois, il y a deux manières de fonctionner. Avec l'expérience, il y a des choses sur lesquelles tu tombes, tu te heurtes, tu apprends au-delà, parce qu'au finish, la majorité d'entre nous peut-être avons peut-être un background ou pas. Je ne suis pas en train de juger parfois commercial, économique ou technique. Je veux dire, ces notions, on peut l'apprendre. Mais je réalise que la mise en pratique, c'est vraiment avec l'expérience. Alors, il y a deux manières de fonctionner. Soit tu te prends des claques, tu tombes, et puis à un moment donné, tu réalises que c'est important, tu es recadré et tu le fais. Ou soit tu as la grâce d'avoir des personnes qui peuvent t'aider à directement mettre en place les bons réflexes, les bons outils, les bons tableaux, les bons indicateurs. Et au fait, tu démarres directement, un peu comme nos parents qui peut-être, enfin, j'exagère, hein, mais nos grands-parents qui apprennent l'ordinateur maintenant et les enfants de cette génération qui démarrent déjà avec l'ordi. Je crois qu'en termes d'agilité, allez, y a pas match, quoi. Merci Exact. Et beaucoup. pour rebondir sur ça, moi, je crois que c'est justement là, si tu permets, Emmanuel, juste pour rebondir rapidement, c'est juste dire que c'est ça la pertinence justement en tant qu'entrepreneur de se Ouais. dire, je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce Yes. que je paye et qu'est-ce que je Mhm. fais moi-même en fonction Clairement. des montants que j'ai, etc. Moi, j'ai jamais préparé un poulet de ma vie, ça je dois le dire. Hein. Allez, Jamais j'étais préparé convaincue que un les poulet de ma recettes, vie. là, Même à la maison, je n'ai jamais fait ça. Par contre, on vend tous les jours des tas de poulets, je peux vous parler de nos recettes, etc. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, ça, c'est quelqu'un d'autre que je dois faire. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur. clairement, C'est pas un artisan, c'est quelqu'un qui crée de la clairement. valeur, qui met ça dans un produit et qui la vend contre une autre valeur qui est de l'argent. Donc, concrètement, si pour mettre en place, j'ai besoin d'un système comme ça pour gérer mon risque, j'appelle Madame Alexandra, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider pour mettre en place un Non, système? je te J'appelle comprends. Monsieur Christopher et c'est tout. Clairement, Ou à la limite, je fais une demande à la commission pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur tel point, même pro bono, et on essaie de voir ce qu'on peut faire plutôt clairement, que de se casser la figure, de perdre beaucoup d'argent. Et puis, bon, clairement. voilà, ça peut être mieux réparti. Mais tu sais, Emmanuel, il va souffrir, hein, c'est pas grave. De toute façon, on est en train de parler, mais tu sais,
Moi aussi, je vais le dire, Emmanuel, 1 minute. Ce que tu dis, tu sais, on vient Alors, de vivre... en 1 minute, Alexandra. En 1 minute, on vient de vivre une expérience un peu particulière sur une activité qu'on est en train de lancer avec mon associé et du coup, qui est mon époux en l'occurrence. Et du coup, si tu veux, Christopher, si vous voulez, Christopher Emmanuel, on n'a pas voulu faire appel à des experts. On a dit, on va le faire, tac, tac, tac. On est allé, c'est une activité qui nécessite après de la certification, mais vraiment, c'est un truc qui est vraiment, comme on dit, une niche, quoi. Et après les audits qui vont bien se passer, parce qu'on a eu un petit retour, on s'est juste dit, mais au fait, au final, là, on a pris le temps, on a bien fait les choses, d'accord, mais est-ce qu'on n'aurait pas honnêtement été beaucoup plus malin en prenant directement des experts qu'on tapait, qui faisaient le boulot, on supervisait et au fait, au final, on aurait peut-être gagné. Alors c'est bien, hein, parce que de nouveau, quand tu as un problème, il faut voir toujours, comme on dit, c'est je n'échoue pas, soit je gagne, soit j'apprends. C'est bien, ça aide à se tenir. Mais quand tu vois quand même que ça te fait perdre un peu d'argent, tu bailles quand même un peu. Donc, du coup, pour rejoindre Christopher, vraiment, on ne pousse pas à la consommation, mais comme il dit, même pro bono, il y a moyen de s'organiser. Maintenant, si toi, ta vie, c'est de seulement venir pro bono tout le temps, ce sera aussi compliqué. Mais il y a moyen de s'organiser, question de ne pas On doit faire... payer. Voilà, on valorise ce qu'on paye parfois. Vas-y. Exact. Alors, merci beaucoup, Christopher. Merci beaucoup, Alexandra. Je crois que les participants ont bien entendu quand même le mot pro bono. Je pense qu'ils auront peut-être tendance à ça. Mais bon, l'entrepreneur dépense. Ça, c'est un mot clé. Alors, à présent, vous avez apprécié leurs exposés. Il est temps pour vous maintenant de pouvoir vous exprimer au travers de vos questions. Alors, je vous invite à continuer à poser vos questions via l'onglet Q&A et aussi via nos réseaux sociaux. J'ai une première question pour toi, Alexandra. En tout cas, il y en a plusieurs. Alexandra, Christopher, en tout cas, vous êtes bénis avec des questions aujourd'hui. Première question, Alexandra. Existe-t-il des outils pour générer les tableaux de bord? Alors, oui, il existe des outils. Mais avant de pouvoir aller loin, parce que j'ai déjà remarqué, les gens veulent toujours des choses compliquées, automatiques. Moi, je dis, rien que l'Excel, hein, un Excel, c'est déjà un outil fantastique pour faire un tableau de bord. OK? Avant de me demander les outils compliqués en ligne, moi, je te dirais, forme-toi en Excel, apprends à faire des graphiques. Ou même si tu as du mal, appelle un ami, explique-lui comment je peux faire des graphiques. Et après, tu sais facilement. Moi, honnêtement, je vais être sincère avec vous, j'ai un CRM qui sait me ressortir des chiffres, enfin des graphes, un tableau de bord, OK? J'ai un autre outil encore que j'utilise pour notre planification journalière qui m'aide à sortir des choses. Mais vu que moi, je sais ce que je recherche et comment, honnêtement, j'ai ma feuille Excel que je pars. Moi, ça m'amuse. Hein. Maintenant, je ne demande pas de fonctionner comme moi. Je fais, mais vraiment le graphe classique. Hein. Je veux avoir une courbe. Je veux avoir une tarte. Je fonctionne avec ça. Donc, si tu veux démarrer, sache qu'il y a en tout cas un moyen de travailler avec Excel. OK? Sinon, il y a des outils qui existent, soit parce que tu as un CRM, donc les outils de gestion de la relation client, qui te générera automatiquement des graphes en fonction de ce que tu complètes comme données dedans, ou alors simplement, il y a des outils qui te permettent vraiment de créer des tableaux de bord. Pour ça, éventuellement, dans le livret, parce qu'on fera un livret après à la masterclass, on mettra quelques références, hein, parce que j'ai vu une question aussi dans le QNR qui demandait si on pouvait donner des exemples de tableaux de bord. On pourra vous mettre quelques exemples juste pour visualiser. Mais donc, oui, il y a des outils, mais Excel, pour moi, est déjà un premier outil pour faire ses premiers pas. Avant de prendre la grosse bagnole, commence même avec la petite catch tranquille. Tu fais tes trucs. Après, tu seras même de prendre... les gars, quelles sont les voitures qui en jettent pour l'instant, là? Ce sont plus les Italiennes, hein? Lambo, Ferrari. Akin, papa. Akin, bon. Palissade. Palissade. Voilà, avant de passer à la palissade, bandana catch. Commence avec ta petite catch là, ton Excel. Après, tu passeras et tu vas mieux valoriser l'expérience dedans. Donc voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, Alexandra, je te garde directement pour la prochaine question aussi. Il y a un participant qui aimerait savoir comment faire justement pour intégrer la Commission nationale de jeunes entrepreneurs. Alors, pour intégrer la Commission nationale des jeunes entrepreneurs, moi, je vous dirais rendez-vous à la FEC, OK? Ou sinon, vous pouvez
contactez Christopher ou moi, nous sommes sur les réseaux sociaux, on vous expliquera, mais de manière très simple, rendez-vous à la FEC et à partir de là, vous vous affiliez. Il y a même moyen que l'un des vice-présidents vous parraine de manière à ce que vous puissiez, ça facilite votre adhésion et à partir de là, même les conditions, les cotisations et autres, de nouveau, on est en train de regarder ce qui peut être fait, donc je ne veux pas m'avancer là, mais vous allez rejoindre la FEC. En rejoignant la FEC avec le statut de jeune entrepreneur, automatiquement, vous allez être lié à notre commission. Vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop comment fonctionner. Là, je vais laisser nos coordonnées dans le chat, OK, nos emails. Sinon, nous sommes vraiment sur les réseaux sociaux, tant Christopher que moi. Vous pouvez nous contacter. Vraiment, on se fera un plaisir de vous aider à nous rejoindre. On a besoin de vous. Merci beaucoup, Alexandra. Prochaine question, elle est pour Christopher. Il y a un participant qui aimerait savoir, n'est-ce pas que l'excédent brut d'exploitation peut être négatif sans pour autant que le bénéfice reste profitable à moyen ou à long terme? C'est un peu technique. Sans que le bénéfice ne soit profitable à moyen ou à long terme. Bon, Oui. allez, je crois avoir compris la question, mais si on doit revenir simplement aux formules, il faut se dire c'est quoi l'excédent brut d'exploitation? C'est quand même l'ensemble des revenus moins les charges. C'est vrai que c'est de l'exploitation, certes, mais c'est les charges. L'exploitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les revenus de l'activité principale. C'est possible d'avoir à la fin un compte de résultat bénéficiaire. Ça veut dire que vous faites l'ensemble des revenus, vous faites moins l'ensemble des charges et vous avez quelque chose de positif. Mais l'ensemble des revenus que nous avons dans le compte de résultats, ça concerne les revenus d'exploitation, les revenus exceptionnels, les revenus hors activité ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que moi, je vends du poulet. J'ai un restaurant. Mon business de base, c'est de vendre du poulet. OK? Alors, je vends du poulet sur l'activité de base. J'ai, je ne sais pas moi, 5 000 $ de chiffre d'affaires, 6 000 $ de charge parce que le mois s'est mal passé. Donc, j'ai 2 000 $ de bénéfices. Mais par contre, j'ai eu l'idée de mettre en place un nouveau service. C'est que moi, par exemple, j'ai des packages dans mon packaging. Ce sont des papiers sur lesquels je peux mettre des logos, sur lesquels je peux mettre de la publicité. Et du coup, je me dis, non, mais ça peut être un revenu d'opportunité. Je vais voir une banque à qui je dis, écoutez, moi, j'ai 3 000 clients, je vends X montant par jour. Ben, venez, je vais mettre votre publicité, vous allez me donner de l'argent. Et la banque me paye 10 000 $ pour ce service. Vous voyez, mon résultat brut, mon excédent brut d'exploitation sera négatif, mais mon résultat global sera positif. Donc, ça, c'est juste une question de formule. J'espère que la personne a pu obtenir satisfaction à sa question. Christopher, je te garde pour la prochaine question. À quel moment dans son parcours d'entrepreneuriat faut-il utiliser un tableau de bord? Dès la première minute, c'est ça ce que moi j'ai à dire. Donc, dès la première semaine, il faut avoir un tableau de bord qu'on enrichit. Parce que moi, je dis souvent, quand on commence au début, je ne sais pas si je vais dire j'ai le malheur ou la chance de n'avoir fait que l'entrepreneuriat. Donc, quand on commence, la première des choses, c'est qu'il faut gagner de l'argent. Mais même cet argent-là doit être quantifié par rapport à un objectif. Parce que voilà, on a peut-être des charges, on a des loyers. Ça peut être au niveau individuel, hein, c'est juste qu'on veut se payer des unités, on veut payer un projet, etc. Mais il faut forcément quelque chose qui nous permette de suivre ça. Et comme on sait que le chiffre d'affaires, moi je dis souvent, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Quand quelqu'un vous dit je fais 1 million de dollars de chiffre d'affaires, quelqu'un d'autre vous dit moi je fais 100 000, ça ne veut rien dire parce que la personne qui fait 100 000 peut avoir juste des charges de 10 000 et faire 90 000 $ de bénéfices, alors que la personne qui fait 1 million peut avoir des charges de 2 millions et faire chaque année 1 million de dollars de déficit. Donc, avoir un minimum de tableau de bord, c'est important dès la première minute, dès la première semaine, et on peut commencer maintenant à l'enrichir en se disant, je commence par juste le chiffre d'affaires avec peut-être des charges, etc. Et puis, je commence à enrichir avec les satisfactions, avec. Voilà un peu. Je ne sais pas si Alexandra a quelque chose à ajouter. Hein. Je suis comme à l'église, là, je bois les paroles, je prends clairement, j'aime vraiment ça. Hein. Ça ne veut rien dire le chiffre d'affaires. Derrière, c'est aussi finalement le revenu qui est important. Enfin, il y a d'autres indicateurs, mais qui est quand même important parce que, comme tu dis, au final, on veut quand même se mettre quelque chose dans la poche. Si tu es entrepreneur, tu veux quand même après te verser des dividendes ou de quand même être bien ou réinvestir même simplement dans la boîte. Donc, si derrière, tu n'es pas capable de dégager de quoi réinvestir, ça devient compliqué, quoi.
Mais c'est vrai et c'est un bon point d'attention. Souvent, j'ai un chiffre d'affaires de « Oh, c'est bien, mais tes charges-là sont à combien ?» Alors, Alexandra, comme à l'église, je t'invite à passer à la chaire avec la prochaine question. Comment être formé et accompagné au contrôle de gestion? Alors, j'aime bien déjà parce que le terme utilisé, c'est un terme assez technique. Tout ce qu'on vient de faire là s'appelle le contrôle de gestion. Quand tu fais un contrôle de gestion, c'est-à-dire que tu es en train de pouvoir contrôler ton activité à l'aide de tableaux de bord. Alors, comment être formé au contrôle de gestion? Je pense que Christopher l'a dit. On n'est pas les seuls. Il y a certainement d'autres confrères ou d'autres structures qui peuvent proposer de l'accompagnement. Mais de nouveau, on va parler de manière qualifiée que sur base de notre réalité. Sachez en tout cas que nous, au niveau de la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de la FEC, vraiment, il y a une dynamique qui est assez bonne et qui se veut en tout cas accompagnatrice, formatrice. Vraiment, on veut étirer les jeunes. Donc, mettez-vous en contact avec nous déjà à partir d'ici fin d'année. Je sais que Christopher il y avait quelques super propositions. Je dois te revenir, tant qu'à faire, pas aujourd'hui, pas là maintenant, mais je dois te revenir par rapport à ça. Mais en tout cas, sachez qu'on vous prépare de chouettes choses, de très belles choses. Et là, on est en mode masterclass. Je pense que les masterclass, on ne va pas les laisser, on va continuer avec vous. Mais il y a une dimension terrain qu'on va vraiment implémenter parce qu'avec ces questions, on voit que vous avez besoin d'avoir ce contact, de ce pratico-pratico, comme j'aime à dire. Donc, restez connecté avec la Commission nationale des jeunes entrepreneurs de manière à voir ce qui va être mis en place pour pouvoir vous proposer des séances où on pourra vraiment être disposé. Là, vous voyez principalement Christopher et moi, mais il n'y a pas que nous, il y a d'autres encore très compétents qui peuvent nous aider à vous apporter vraiment un accompagnement de qualité. Donc, on est en train de réfléchir sur cette partie. On vous revient très vite. Mais en tout cas, les personnes qui soit se sont inscrites à la première masterclass et celles qui sont inscrites à celle-ci vont recevoir d'ici quelques temps, en tout cas, des nouvelles par rapport à ce produit, on va dire, qu'on va mettre en place avec Christopher notamment. Alors, Christopher, tu aimerais compléter quelque chose? Oui, je voulais juste saisir l'opportunité de rappeler l'importance d'être formalisé en tant qu'entrepreneur. Faut bien comprendre que nous sommes dans un monde où, moi, je dis souvent, le début du sérieux, entre guillemets, c'est d'être formalisé. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça ne coûte pas des millions et ça ne prend pas des années. Donc, avec 30 dollars, vous avez un établissement. 30 dollars et 12 500 francs. Vous avez au moins un établissement, vous êtes reconnu, vous êtes formalisé, vous avez un RCCM. Et ça vous lance. Je ne peux pas vous citer le nombre d'entreprises qui ont raté des financements, qui ont raté des structurations d'investissement simplement parce qu'ils n'avaient pas le bon nombre d'années. Vous êtes entrepreneur, ça fait 5 ans, mais votre entreprise n'est légalisée que depuis 6 mois. Ce n'est pas normal. Évidemment, je comprends la peur qu'il y a de la fiscalité et autre chose, parce que j'en parle aussi un tout petit peu, mais ça s'optimise. Oui. Parce que moi, par exemple, les quelques déboires que j'ai eus au niveau fiscalité, c'est parce que je n'avais pas payer quelqu'un à la base pour me faire une cartographie fiscale. Donc, et me dire à peu près qu'est-ce qu'il faut payer, etc., comment s'en sortir, parce que bon, c'est aussi un peu flou. Mais aujourd'hui, les choses s'améliorent. Et au sein de la commission, on peut vous dire ce genre de choses, faire un partage d'expérience pour vous dire clairement qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Mais formalisez-vous. C'est hyper important. On ne peut pas adhérer à la FEC sans être formalisé. Donc, c'est très important de le mentionner. J'ai envie de te compléter, Christopher. Ça n'engage que moi, mais ça rejoint ce qu'il dit, donc je ne crois pas qu'il sera en désaccord avec moi. Pendant de longues années, j'ai été vraiment en mode les porteurs de projets. Et je suis pour les porteurs de projets parce qu'il faut de nouvelles vagues. Il y aura toujours de nouvelles personnes. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, mon cheval de bataille, vraiment mon focus, c'est sur les personnes formalisées qui ne savent pas ou qui ont du mal à faire de la croissance. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas continuer à être, et de nouveau, je répète, il faut des porteurs de projets, mais on ne va pas rester dans le même effort sur les porteurs de projets. On les fait passer. Puis après, une fois qu'ils sont là, ça stagne et on se demande pourquoi à un moment donné, on n'arrive pas à sortir des success stories, on n'arrive pas à faire de la croissance et on laisse ainsi. D'où pour pouvoir justement être dans ce viseur, moi en tout cas dans mon viseur à moi pour que vous y soyez, comme il dit Christopher, le début du sérieux, formalise-toi quand même. Alors, j'entends bien tout ce qu'il a dit et tout ce que nous-mêmes on dit, on rigole, ah ouais, le fils, mais ça ne doit pas être, si tu regardes les problèmes, tu ne feras rien non plus, hein. Il a dit qu'il y a moyen de pouvoir non pas contourner, mais de bien faire les choses ou du moins de pouvoir au moins bénéficier de l'expérience de ceux qui sont passés par des douches froides, des claques, tout. C'est pas grave, mais au moins pour éviter de pouvoir, on va dire, ne te bloque pas par une peur. La peur n'a jamais été un bon conseiller.
La peur détruit. Donc, on lève cette peur de la fiscalité congolaise. On parle du moins parce que l'on s'adresse aux jeunes entrepreneurs congolais. Hein. Après, les autres peuvent suivre parce que ça reste quand même des réalités qui parlent à tout le monde. On lève cette peur et avance. Et franchement, ta cœur a les bras ouverts. Mais vraiment, moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont dans le déjà formalisés. Et voilà, les autres, on va donner des conseils, pas de souci. Mais vraiment, Christopher, aide-moi, il faut qu'on les pousse, il faut déformaliser. S'il vous plaît. Alors, Alexandra, Christopher, les questions ne cessent d'arriver. La prochaine question est pour Christopher. Il y a un participant qui aimerait savoir s'il faut partager le tableau de bord avec toute son équipe. Question délicate. Question délicate. Je crois que ça dépend déjà de la culture de l'entreprise. Est-ce que vous êtes dans une culture où vous partagez tout? Ça veut dire que lorsque tu fais 1000, tu te dis, ah, voilà, tout le monde, j'ai fait $1000, c'est bon, etc. Ou bien c'est une culture où il y a des petites barrières et qu'il y a des cadres qui ont accès à, on va dire, entre guillemets, à toute l'information et autres. Donc, ça dépend vraiment de chaque entreprise. Maintenant, étant donné que le tableau de bord est là pour permettre de piloter l'activité, forcément, il y a des choses qu'il faut transmettre obligatoirement. Parce que, par exemple, si l'objectif, c'est de faire $10 000 à la fin de, je sais pas, du mois, bah, par exemple, les commerciaux doivent être au courant. Et tous ceux qui épaulent les commerciaux doivent être au courant que c'est ça l'objectif concrètement. Et lorsqu'on les atteint, ils doivent être au courant, ils doivent être félicités s'il le faut. S'il y a des bonus qui sont prévus, tant mieux. Mais si ce n'est même pas une question de bonus, mais une question de survie, les gens doivent être au courant. Parce que parfois, c'est ça. Parfois, on fait du chiffre pour, voilà, on veut être riche, machin, mais parfois, c'est une question de survie. Parce que faire du chiffre d'affaires, faire de la croissance, c'est vraiment une question de survie. J'insiste, nous sommes dans un océan. Et dans l'océan, ce sont les poissons les plus petits qui se font bouffer le plus vite. Plus vous êtes gros, moins vous avez de prédateurs face à vous. Et donc, lorsque vous faites $10 000 de chiffre d'affaires, il faut penser à faire 100 000. Il faut penser à faire 200 000, 1 million pour se positionner. Parce que malheureusement, ici, les banques vont vous prêter si vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pourrez engager de meilleures ressources. Si vous avez de l'argent, vous pourrez payer mes services. Et donc, je pourrais faire un business plan pour vous, mettre en place quelque chose. Donc, c'est très important d'avoir cette synergie au sein de l'entreprise, que chacun puisse comprendre où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut y aller et que les gens travaillent de concert. Voilà un peu ma petite réponse. Ouais. J'ai envie de pouvoir intervenir. J'aime bien ce que Christopher a dit et j'aimerais un peu partager une expérience. Je me dis, la première question que j'ai envie de poser à la personne, comment est-ce que tu vois tes collaborateurs? Tu les vois comme des employés, des simples exécutants, ou tu en fais des intrapreneurs, tu veux qu'ils puissent t'aider, au fait, limite te conseiller même dans la prise de décision. Après, c'est toi qui gardes peut-être le lead, c'est tout à fait normal, comme dans toute structure, il faut bien qu'il y ait un leadership, premièrement. Moi, j'ai longtemps eu un tableau, on va dire, utiliser le tableau de bord pour moi sans le partager. Mais j'ai réalisé, par exemple, que lorsque vous avancez, certaines prises de décision ne sont pas toujours comprises ou alors simplement l'appropriation des objectifs individuels est plus difficile parce que du coup, on avance, mais voilà. Et du coup, je me suis dit non, je pense que là, il faut vraiment, peut-être, on ne sait pas tout livrer comme indicateur. Hein. Tout le monde n'a pas besoin de connaître où on se situe en termes de revenus nets. Peut-être que toi, tu as besoin juste de donner la marge brute, pas forcément la marge nette. Je veux dire, il y a des éléments qui ne sont pas forcément intéressants. Tu vas noyer, OK, on va dire ton équipe. Mais je pense quand même que déjà, moi, je parle pour le B2B en tout cas, chaque commercial, et c'est ce sur quoi je travaillais, devra avoir son tableau de bord qu'il va voir et savoir, OK, en réunion, il voit, il se situe par rapport à sa jauge. Bien qu'il y avait déjà les chiffres, les tableaux, mais la vue en tableau n'est pas la même qu'une bonne vue graphique avec l'indicateur où tu vois bien que là, c'est là, hein, l'indicateur, et toi, tu es là. Ça te parle plus. Donc, je trouve que vraiment, comme il dit, pour arriver déjà à aider les gens, être beaucoup plus productif, rendre responsable, responsabiliser, je pense que c'est quand même important, en tout cas, d'identifier et de partager. Et ça crée quand même, je pense, allez, ça nous implique tous, quoi. Ça crée un lien. Moi, je crois que c'est quand même important. Et je souhaite même rebondir parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait oui, mais il y a aussi effectivement tout ce qui est dans le tableau de bord, tous les indicateurs liés à la gestion de risque. Mais bien sûr, nous, dans cette présentation, avec les 1 heure qu'on déborde, Emmanuel va nous taper sur les doigts là, on ne pouvait pas tout voir. D'où
Nous sommes restés sur certains aspects et on a forcément pris les aspects qui nous parlent directement. Donc, on n'a pas la prétention de dire tableau de bord, c'est que le commercial et le financier. Non, il y a plein d'indicateurs. Le social peut rentrer vraiment toutes les dimensions parce que pour toutes les dimensions, on doit avoir des indicateurs. Mais notre objectif ici, c'était au moins de vous sensibiliser en prenant 2 cas de figure, 2 types d'indicateurs sur la pertinence d'avoir ce suivi. Et au fur et à mesure, on ne peut pas commencer avec un tableau de bord et 1000 indicateurs. Commence déjà avec 2, 3. Et au fur et à mesure, comme disait Christopher, tu vas commencer à enrichir au fil des mois ou des années jusqu'à avoir un tableau qui te parle et qui est le reflet au fait de ce dont ton activité a besoin pour être jaugée au quotidien, quoi. Merci beaucoup, Alexandra. Christopher, j'ai une autre question pour toi. La question est la suivante. Par où commencer lorsqu'on met en place cet outil, justement le tableau de bord? Je pense qu'il faut commencer par les objectifs. Je crois qu'Alexandra l'a dit, hein, donc le point de départ de tout, à mon avis, c'est la vision et c'est les objectifs. C'est de se dire aujourd'hui, mon entreprise va aller où? Et par rapport à là où mon entreprise doit aller, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et par rapport à ce que je dois mettre en place en termes de stratégie, bien évidemment, de tactique, comment j'arrive à mesurer l'efficacité de ce que j'ai mis en place pour atteindre ces objectifs-là. Donc, en fait, tout tourne autour de ça. Je veux faire 10 000 $ de chiffre d'affaires dans la vente de poulet. OK, qu'est-ce que je fais pour ça? OK, je vais engager du personnel, je vais faire du marketing sur les réseaux, je vais faire ça, ça va générer des coûts. Comment je sais si c'est efficace? Je sais que si c'est efficace, si j'arrive à atteindre mon objectif de 10 000, et je peux comment dire, stratifier ces objectifs. Moi, c'est ce que j'aime en fait dans cette approche, c'est de dire, OK, je veux faire 10 000 $, c'est ça l'objectif de base, mais bon, je suis à 0. Peut-être je peux commencer par faire 1000, je peux commencer par faire 500, je peux commencer par faire 2000, 3000, 4000. Et du coup, je monte petit à petit et là, je vois et j'essaie d'itérer à chaque fois ce que je fais bien. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, et c'est comme ça que moi j'aime bien, comme je le dis, la lecture hebdomadaire, par exemple, pour tout ce qui est B2C, particulièrement pour la restauration, si je fais une semaine où j'ai fait 5 000 $, je me dis, ah, OK, je veux faire la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine-là que je peux reproduire, etc. Si c'est conjoncturel, ça n'a rien à voir avec moi, bon, malheureusement, mais si c'est quelque chose sur lequel je peux influer, je le fais. Donc, tout part des objectifs. Merci beaucoup, Christopher. Chers panélistes, je pense que nous avons largement dépassé le temps qui nous avait été attribué. Alors, je veux vous rassurer que toutes vos questions ont été recensées. Nous allons revenir vers vous éventuellement pour les réponses. Mais comme les bonnes choses ne durent pas, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass. Je vais donner la parole à éventuellement Alexandra ou Christopher pour le mot de la fin, afin que nous puissions terminer en beauté. Je vais commencer, puis je vais laisser Christopher clôturer. Moi, mon mot, il est simple. Je vais dire 2 choses juste. Formalisez-vous et rejoignez-nous. On a besoin de vous et on a envie de travailler ensemble. Je pense qu'on a vraiment de la volonté et malheureusement, on ne peut pas faire ça seul. Donc, rejoignez-nous. Je t'en prie, Christopher. Je parle de la FEC, hein. Rejoignez-nous à la Commission nationale des jeunes entrepreneurs. En ce qui me concerne, bon, j'ai remarqué qu'on avait quelqu'un du Niger, alors que moi, je voulais parler du Congo. Là. Ah là là, je ne sais pas s'il y a d'autres pays. Mais donc, ce que moi, je veux juste dire, c'est que nous devons nous rendre compte que notre économie nous a déjà échappé. Ça, c'est la réalité. Et que nous avons, nous, en tant que jeunes entrepreneurs, un rôle à jouer. Moi, je ne suis pas contre les expats ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est que pendant que nous nous plaignons, pendant que nous regardons les problèmes, voilà ce qui cloche, etc., il y a des gens qui viennent ici pieds nus et qui bâtissent des entreprises qui marchent dans des secteurs d'activité qui ne sont pas très compliqués. Regardez beaucoup de gens ici qui font de l'argent en vendant des sardines, en important des boîtes de sardines, en important du papier, etc. Là où j'achète mes blocs-notes, où j'achète tout ce qui est papeterie pour notre entreprise ici, je vous assure, ça n'appartient pas à des Congolais. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, nous devons réfléchir, nous devons commencer à penser en dehors de la boîte, non seulement sur des business qui sont pertinents par rapport aux besoins que nous rencontrons, mais aussi accentuer notre propre gestion. Combien de fois je n'ai pas rencontré d'entrepreneurs qui piochent dans la caisse pour lui-même,
qui, quand vous lui demandez, en fait, tu as fait combien? Il est incapable de te dire quel était son chiffre d'affaires du mois passé, du mois d'avant. Il est incapable de te dire quel est son seuil de rentabilité, incapable de te dire quel est son taux de transformation. C'est très grave. Ce sont des sujets qui sont hyper importants, qui sont les bases d'une gestion saine et les bases d'une croissance assumée. Comment, si avec 10 000 $ de chiffre d'affaires l'an, vous n'arrivez pas à connaître votre taux de transformation, etc., comment vous allez le savoir à 1 million? C'est très important d'avoir ces notions en tête, de les utiliser. Et ce qui est beau avec l'entrepreneuriat, c'est que personne ne vous oblige à tout maîtriser. Vous pouvez avoir des conseillers avec qui travailler, vous pouvez avoir des associés, vous pouvez avoir des mentors, vous pouvez avoir des pairs avec qui échanger. D'où la pertinence aujourd'hui de dire nous devons nous mettre ensemble. Nous devons échanger, discuter. Le Congo est grand. On parle de plus de 100 millions d'habitants. Il y a assez de place pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a de quoi sortir des milliards ici. Les Congolais dépensent 50 milliards par an. Moi, mon entreprise ne peut pas absorber ça. Et la vôtre. Donc, mettons-nous ensemble. Ça ne sert à rien de se faire la guerre maintenant. Faisons-le quand on sera riche. Merci. Merci beaucoup, Christopher. Je te remercie aussi, Alexandra. Alors, au nom de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs, je vous remercie et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine masterclass qui se tiendra le vendredi 29 octobre à la même heure, 10h heure de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye. Bye bye.